Yo yo yo, nouveau podcast, mais cette fois-ci je ne suis pas tout seul, je suis avec Akira Junior, un auteur de Tama. Il va nous parler de sa bande dessinée Héritage, qui est un espèce de très influencé en fait, comics, un peu de manga aussi, un peu de partout, mais surtout beaucoup d'Afrique, beaucoup de spiritualité africaine et un vrai propos sur l'acceptation de notre héritage qui est donc notre véritable pouvoir. Et on va en profiter pour parler d'un sujet plus large qui est la vision du pouvoir, de l'héroïsme du super-héros selon les continents, donc en Europe, en Asie, ou en Amérique, plus précisément aux États-Unis, et ici, celle qu'il a adoptée lui en Afrique, où le postulat c'est de dire qu'il n'y a même pas besoin de super-héros en Afrique. Enfin, vous allez comprendre. Tu peux te présenter vite fait, Akira Junior, en tant qu'auteur de Tama. Euh, Bonjour, je suis Akira Junior, illustrateur camerounais, auteur d'héritage dans le recueil Tama. Ok, 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 nice. La question que je pose souvent après, c'est, bon, après, bon, déjà, qu'est-ce que c'est héritage? Si tu peux le résumer rapidement. Hum, Héritage, c'est l'histoire d'une jeune fille qui découvre euh, qu'elle est héritière d'un masque traditionnel, d'un masque qui se transmet dans sa lignée. Et en fait, elle découvre que c'est pas juste un masque, que c'est quelque chose qui peut lui donner des pouvoirs qui sont liés à ses ancêtres, en fait. Et en face d'elle, elle, elle se heurte en fait à des personnes qui ont des héritages corrompus et donc elle doit combattre ou elle doit réussir à convaincre d'accepter leur héritage. Ok, c'est un très bon résumé. Et du coup, la fameuse question que je pose à chaque fois, c'est pourquoi les Africains devraient lire Héritage? La réponse est simple. Ils doivent lire héritage pour accepter leur héritage. C'est tout. C'est... Tu penses qu'on n'accepte pas assez notre héritage? Ouais, je pense qu'on n'accepte pas assez notre héritage. Pas qu'on n'accepte pas assez notre héritage, mais que on abandonne notre héritage. C'est deux choses différentes. Tu vois, accepter notre héritage, c'est se dire qu'on prend au moins notre héritage en main et qu'on ne l'accepte pas. Mais les Africains, en fait, abandonnent leur héritage pour embrasser d'autres héritages, l'héritage des autres. Tu vois un peu. Donc, c'est même le but de la BD, en fait. Et je pense que c'est même le but de Tama, réussir à amener les Africains à aimer leur héritage. Et quand on parle d'héritage, c'est pas juste les masques, c'est pas juste les sculptures, mais c'est tout ce qui est lié à notre héritage, la nourriture, les coiffures, tout en fait, tout ce qui a été construit avant nous, mais qu'aujourd'hui on coupe. En fait, il y a une rupture entre ce qui a été fait et ce qui est déjà. C'est pour dire, on a eu des trucs qu'on a travaillé dans notre culture et brusquement, on cède à ça pour embrasser d'autres héritages. Ouais. Je vois. Je me rappelle du coup, d'une phrase que tu avais dit au tout début de Tama, quand on faisait nos petits appels de groupe où on parlait chacun un peu de nos histoires, etc. Tu disais que pour toi, c'était... Genre, tu parlais de ta fascination des masques et du pouvoir qu'ils avaient dans une lignée. Parce que chacun, on va dire, chaque membre de la famille, en fait, transmettait un pouvoir particulier à un tel objet. Donc ça peut être un masque, mais pas que les masques. C'est ça, c'est cet aspect-là de la culture africaine que tu veux vraiment aussi montrer à travers Héritage ou pas? Oui, en fait, c'est la portée spirituelle des objets qu'on transmet, en fait, tu vois. Euh, Si on part au-delà même des masques et tout, un objet prend de l'ampleur ou prend de l'énergie. À chaque fois qu'on a un objet, en fait, on met son énergie à l'intérieur. Et puis l'objet passe dans les mains des personnes,
puis l'objet se charge en énergie, tu vois un peu. C'est pour ça que même si, même si tu n'es pas égyptien, quand tu approches d'une couronne, ou même si tu n'es pas anglais, quand tu vois la couronne du roi d'Angleterre, tu ressens quelque chose parce qu'en fait, c'est passé dans les mains de plusieurs personnes qui chargent cet objet avec leur énergie. Tu vois un peu. Hmm. Donc, la transmission d'un objet, et tu sais, c'est pas le même objet pour chaque famille. Il y a des familles où il y a un tableau que la mère a eu, elle transmet au père, qui transmet au fils, qui transmet. Et le tableau, en fait, se charge avec l'énergie et les émotions des personnes qui le côtoient, tu vois un peu. Et c'est quelque chose, en fait, qu'on fait parce qu'on est dans un monde où on obtient tout facilement. À une époque, je me souviens, nous, par exemple, du premier né au dernier né, on pouvait utiliser le même livre. Ce qui faisait en sorte que le livre était transmis du premier né au deuxième né, du deuxième né au troisième né, jusqu'au dernier né. Et en fait, à chaque fois, chacun laissait une marque sur le livre. Peut-être tu as un exercice, tu vas écrire quelque chose, il y a une page où tu vas faire un rond. Et au fur et à mesure, en fait, le livre se charge de l'héritage de la famille, de l'héritage éducatif de la famille. Ça, c'est un exemple, tu vois un peu. Hmm. Pareil pour les vêtements. À un moment, je sais que tout le monde a eu ça, c'est que l'aîné porte un vêtement, il donne au petit frère, le petit frère porte, il donne au suivant. Et c'est un peu la même chose dans les familles, c'est-à-dire le père utilise, il donne au fils, le fils utilise, il donne au petit-fils, le petit-fils utilise. Et au fur et à mesure, en fait, l'objet se charge avec l'énergie et avec les émotions et avec la force de la personne qui l'utilise. Donc, c'est en fait ça, ce côté spirituel, ce côté de transmission qu'on veut transmettre en fait dans l'héritage. Et c'est la dimension, c'est au fait la rupture avec cette tradition-là qu'on relève en fait. C'est qu'on est arrivé à une époque où tout peut être fait facilement, tu vois. Tout peut être fait de telle sorte que chacun ait son objet et qu'il n'y ait pas d'héritage, et qu'il n'y ait pas de transfert. En fait, on perd la culture de l'héritage parce que tout le monde peut faire la même chose, Est-ce que tout le ça a un monde peut... parallèle? Est-ce que ça a un parallèle avec le fait que dans nos pays africains, on veut importer le développement? Oui, c'est un gros parallèle en fait. Parce euh, que ce soit en architecture, que ce soit dans la manière de gouverner, que ce soit dans la manière de se détendre, de s'amuser, on importe le développement, on n'adapte pas le développement à notre héritage. Par exemple, en architecture, on ne fait pas une architecture africaine. Ce qu'on fait, c'est que comme les Européens font les immeubles, nous, on fait les immeubles. Pourtant, on a assez d'espace pour étendre plutôt les villes sur la largeur et non sur la hauteur. Oui, très rares Pareil, sont ceux qui le font. J'avais vu un architecte béninois justement qui fait des écoles très, très inspirées, on va dire, par la géographie bah, sur place du territoire béninois et inspiré par le savoir-faire traditionnel. Et ça marche super bien, réinventer à la modernité, mais ils sont trop peu, ils sont trop rares. ouais. Et pareil pour les ponts, pareil pour les routes, pareil pour les objets d'art, pareil pour la sculpture, pareil pour tout. C'est qu'on importe le développement sans réadapter à notre héritage, à notre manière, à notre technologie, à nous. Parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas de faire des immeubles. Parce qu'en fait, en Afrique, par exemple, on voit les villes développées par rapport à leur capacité à faire les immeubles et à faire des routes. Alors que on devait plutôt voir la capacité des pays à réadapter le développement ou la technologie à notre contexte, à notre héritage. Parce que la vérité, c'est que les maisons en étage, même à Paris, par exemple, si tu vas à Paris, quand tu es à Paris, tu observes que on évite de faire des longues tours. Oui,
à Paris, il y a que le quartier, on va dire, un peu de la Défense. Après, il y en a de plus en plus, hein, mais sinon, on va dire le cœur traditionnel de Paris, c'est, haussmannien. C'est pas des buildings genre à l'américaine. Ouais, Et c'est ouais. ce qui donne le charme de Et Paris. exactement pareil pour Madrid, pareil pour Barcelone, pareil pour Marrakech, pareil pour presque toutes les villes, en fait, cherchent à garder leur héritage. Réadapter juste notre héritage au contexte mondial, à la mondialisation, sans toutefois laisser l'héritage. C'est en fait ce qu'il faut faire. Et c'est en fait le but de la BD, c'est-à-dire montrer que notre héritage, elle est là. Le fait de l'accepter nous donne un pouvoir. Abandonner son héritage ne donne pas un pouvoir. Et du coup, bah, le pouvoir, il est matérialisé avec les vrais pouvoirs. Du coup, ma question, c'est est-ce que EI, c'est une super-héros? Non. La réponse est qu'elle ne se qualifie, elle ne se qualifie pas de super-héros. Parce qu'un super-héros, comme je dis souvent, l'Afrique, en fait, n'a pas besoin que quelqu'un vienne de l'espace avec les super-pouvoirs pour nous donner des super-pouvoirs. Nous tous, nous sommes déjà des super-héros. C'est-à-dire, dans un monde où tout le monde est un super-héros, personne, être héros devient normal. Tu vois un peu. On n'a pas besoin d'aller dans l'espace, prendre des extraterrestres super forts et tout, pour devenir des héros en Afrique. Nous tous, nous sommes des héros. Donc, elle n'est pas une héroïne, mais elle est un modèle pour ceux qui ne veulent pas accepter leur héritage. Tu vois un peu. Elle a des pouvoirs, oui, mais tout le monde peut avoir les pouvoirs comme elle s'ils acceptent leur héritage, du moins dans l'univers d'héritage. Tout le monde peut devenir héros s'il accepte son héritage. Le problème, c'est ça. D'autres ont perdu leur héritage, d'autres n'ont pas accepté leur héritage. Et donc, elle est juste un modèle pour les autres. Tu vois un peu. Elle n'a pas la posture d'héroïne, mais elle a une posture de modèle. Ok, ok, ok. Ça veut dire que chaque habitant de ton univers, en fait, il peut développer ce genre de capacité. Oui, il peut développer ce genre de capacité puisque c'est en eux. Et le seul souci, c'est que d'autres ont abandonné leur héritage, d'autres ont oublié leur héritage et d'autres ne veulent pas accepter leur héritage. Donc, c'est où l'antagoniste, en fait, c'est que lui, il utilise tous les héritages abandonnés pour pouvoir combattre ceux qui acceptent leur héritage parce que lui, il est un héritage frustré. Il est l'accumulation de tous ces héritages abandonnés. C'est pas qu'il est méchant, mais plus qu'on ne fait qu'abandonner notre héritage, il y a un amalgame de cet héritage-là qui s'est accumulé pour former notre antagoniste. Ok, ok, ok. Je voulais revenir précisément sur les masques, parce que les masques, on va dire, c'est quand même quelque chose qui est assez partagé dans beaucoup de cultures africaines. Peut-être pas toutes, 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 mais énormément. Surtout Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, on va dire. Ces deux pôles-là. Même Euh, l'Afrique de l'Est. même un peu de l'Afrique de l'Est, mais bon, voilà. Pour ne pas dire toutes, mais quasiment toutes. Euh, pour toi, en quoi ils étaient importants et à quoi ils servaient? Ce qu'il faut savoir, c'est que les masques, je ne sais pas si c'est la colonisation qui a affecté ça aux masques, mais en fait, pendant la colonisation, les colonisateurs ont fait savoir aux Africains, ont compris que le masque n'avait qu'une dimension spirituelle. Tu vois un peu. C'est-à-dire que les masques étaient utilisés pour la sorcellerie, pour la magie et tout. Pourtant, en fait, le masque n'avait pas que ce rôle en Afrique. Il y avait les masques de cérémonie,
il y avait des masques de décoration, il y avait des masques de mariage, il y avait des masques de... C'était la manifestation de l'art africain, en fait. L'art africain est étroitement lié au masque et à la sculpture. Parce que c'était un moyen pour eux de représenter la vie, la réalité, tu vois. Donc, euh, les Africains, c'était leur langage d'expression. Tu vois un peu. C'était le langage d'expression des Africains. C'est pour ça qu'on va retrouver des masques pour tout et pour rien. Tu vas voir des masques pour des fêtes, tu vas voir des masques juste pour jouer, tu vas voir des masques pour des cérémonies, il y a des choses plus sérieuses, des masques de couronnement. Parce qu'en fait, c'était des masques de deuil, des masques, parce que c'était leur moyen de s'exprimer, de représenter la mort, de représenter la vie, de représenter Dieu, de représenter les anges, de représenter les démons. C'était la façon aux Africains, la façon pour les Africains de faire de l'art. Pareil, par exemple, pour les Italiens qui étaient plus des sculpteurs. Pareil pour les Français qui faisaient de la peinture. Donc, les Africains, eux, c'était leur manière de faire de l'art. Le masque, en fait, c'est l'expression pure de l'art africain. Tu vois un peu. Maintenant, dans le masque, il y a des masques qui sont vraiment pour des cérémonies. Et en fait, l'histoire a montré que pour des choses mystiques, les gens avaient trait aux objets d'art. Pour dire que ce soit, peu importe les personnes ou les sociétés secrètes que tu prends, ils ont trait aux objets d'art de valeur parce qu'en fait, l'art, c'est de la valeur. On doit prendre un objet qui a de la valeur pour faire, pour s'exprimer. Et donc, c'est normal que les sorciers aussi avec des objets de valeur d'art pour s'exprimer. Mais maintenant, on a mystifié, on a affecté aux objets africains l'unique appartenance à de la sorcellerie. Et le problème, c'est qu'on a commencé à juger l'art africain, des masques, de la sculpture, des pagnes, avec l'œil du colonisateur. C'est-à-dire, lui, ce qui est beau pour un Européen n'est pas beau pour un Africain, par exemple. Donc, si tu prends un masque africain et tu mets à côté d'une sculpture de Michel-Ange ou d'un tableau de Michel-Ange, c'est pas le même canon. Donc, c'est normal qu'il 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 fasse ça. Mais par exemple, un Picasso s'inspire de l'art africain, par exemple. Donc, le masque, c'est ça. C'est l'expression de l'art africain. Cette relation avec le, la création ne doit pas se limiter à la représentation du pouvoir tel que les Européens ou les Américains ou les Japonais le voient. Parce que moi, je, 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 je pense pas que si je parle d'esprit comme les Japonais, dans la philosophie des Japonais, des yokai, il n'y a pas ça en Afrique. Il n'y a pas de yokai en Afrique. On a notre manière d'appeler ça. Et on a notre manière d'utiliser leur pouvoir. Et si on pousse le vice loin, on a notre mythologie. Et donc, c'est dans ça que moi, je m'inspire pour créer. C'est-à-dire, j'ai ma mythologie camerounaise, j'ai ma mythologie. Et dans la mythologie camerounaise, il y a plusieurs mythologies. J'ai une mythologie sénégalaise et tout. J'ai une mythologie égyptienne. C'est de là que je m'inspire. Et comment on voit le héros en Afrique? Parce que le héros en Afrique n'est pas le héros en Europe et n'est pas le héros aux États-Unis. Les Américains croient aux héros qui viennent d'ailleurs pour les sauver. Parce que c'est l'essence des États-Unis. Tu vois un peu. L'essence des États-Unis, c'est qu'il y a des gens qui étaient là, quelqu'un est venu d'ailleurs, il est venu les sauver. C'est-à-dire les Européens sont venus d'ailleurs, ils sont venus les sauver. Ils ont créé les États-Unis. C'est l'essence de l'héros aux États-Unis. C'est normal que Superman, Spider-Man, soit ils viennent d'ailleurs, soit ils ont été des héros par la technologie. C'est normal. Très C'est scientifique normal même, quand très scientifique même dans les pouvoirs. C'est soit des trucs de super soldats, des trucs de. Bah, c'est leur fantasme en fait. oui. D'être des hyper En fait, c'est guerriers, des normal. soldats, la destinée manifeste.
des Ouais, Américains. oui, c'est en fait ça. Soit c'est un super-héros qui a eu des pouvoirs par un travail poussé dans la technologie ou dans un accident de technologie. Ça, on s'en fout. Tu vois, Spider-Man, Flash, euh, tous. Soit ce sont des gens qui viennent d'ailleurs. Tu vois un peu. Soit c'est dans les gens qui viennent d'ailleurs, soit de l'eau, soit du ciel, ils viennent de l'espace et tout. Parce que, tu vois un peu, Superman et tous les héros qui viennent de l'espace, ce sont des enfants qui naissent de l'envie des Américains de conquérir l'espace. Tu vois un peu. C'est pour ça qu'en France, par exemple, tu n'as pas de super-héros. Je ne pense pas. C'est pas dans leur culture. Eux, ils représentent maintenant la beauté de la France, de la culture. Quand tu vois lire Le les BD bon goût. franco-belges, c'est Ouais, le bon goût. du bon goût, de la beauté, de La la pureté. finesse, La pureté. la pu- La ligne épurée, là, la ligne claire, c'est un sentiment ouais, de faire ouais, le truc le plus pur. Voilà. Berger, ouais. Quand tu arrives, je ne sais pas si tu as déjà lu des BD italiennes. Quand tu lis des BD italiennes, ils ont un travail poussé d'anatomie, un travail poussé de réalisme, un travail poussé de la façon de représenter les émotions parce que c'est l'essence italienne. Et quand tu arrives au Japon, c'est leur mythologie qui représente. Donc, c'est ce que moi, en fait, je me dis aussi. Je suis africain, je suis camerounais. Comment est-ce que je représente mon Cameroun actuel, mon Cameroun de maintenant, comment les taxis se comportent, quel est le fantasme camerounais, tu vois un peu. Le fantasme camerounais, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a chez nous et qu'on peut pousser à l'extrême? Parce que c'est ça aussi le rôle de la BD. Prendre ce qu'on a, pousser à l'extrême pour aller jusqu'aux limites. Et pareil pour notre spiritualité. On a ci, on a ça, comment je pousse ça à l'extrême ou comment je le représente de manière réaliste. Parce que tu vas voir dans les États-Unis, malgré qu'ils ont des super-héros, c'est toujours à New York, le Capitole, on monte toujours les voitures, les trucs normaux. Et même quand ils modernisent, ils gardent toujours certaines choses. Donc c'est ça en fait. Bon, après, ça a coupé, mais Akira expliquait donc un peu plus son système de pouvoir. Et comme ce qu'on avait dit en début de podcast, vu que ton pouvoir provient de ton héritage, de ta lignée, ce qu'il expliquait, c'est qu'au lieu de donner des noms de techniques, comme ce que peuvent faire par exemple les Japonais, Kamehameha, qui signifie quelque chose, ou des noms, on va dire, plus techniques, plus pragmatiques, comme dans les comics US, bah là, un personnage, avant de te frapper, il va te rappeler l'origine du pouvoir, en fait. C'est-à-dire il te rappelle de quel ancêtre il tient ce pouvoir, de quel sort il va te frapper, de quel... En fait, tout le contexte, il te le rappelle avec des phrases à rallonge. Je vais essayer de vous mettre un exemple là dans la vidéo, pour ceux qui regardent la vidéo. Mais du coup, c'est une philosophie assez intéressante qui te fait reconsidérer les systèmes de pouvoir. C'est-à-dire que moi, quand je te frappe avec l'héritage de tous ceux qui sont passés derrière moi. Un petit peu comme le One for All. Hein. Donc Akira Junior et son œuvre Héritage est dans Tama numéro 0, du coup notre recueil de bande dessinée. Donc son histoire figure aux côtés de 4 autres histoires sur les cultures africaines pareil. On est actuellement en campagne Ulule, donc on a besoin de votre soutien. Au bout de 50 précommandes, la campagne est validée. On pourra imprimer les tomes, livrer tout le monde, se développer et continuer à faire vivre la bande dessinée africaine, etc. Chaque contribution, chaque précommande, même chaque don, puisse même le plus modeste, nous sera extrêmement utile et on vous sera extrêmement reconnaissant. On est en plein rush. C'est comme ça, donc je vous mets, c'est le premier lien en commentaire si vous voulez nous soutenir, précommandez votre tome. Tout est bon. Il y aura une suite en plus à ce podcast-là. Abonnez-vous, hein, parce qu'il y aura une suite à ce podcast-là. On va parler plus précisément du style de dessin africain. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut le développer? Est-ce que ça a du sens? Les différences entre les pays, tout ça, etc. Ça, ce sera une suite qui arrivera après le fameux podcast de Gali. Le podcast de Gali arrive. Oui, le podcast de Gali arrive. Promis. C'est toujours la communauté qui gagne. Ciao.